c'est bon. Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le mercredi 28 avril. Il est 9 heures. Merci d'être parmi nous. Nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir Philippe Gauge, président du CIAM. Bonjour, Monsieur Gauge. Bonjour, docteur Ngo. Comment allez-vous? Ah bah très bien, surtout que je suis vous avez bien fait, nous sommes à l'heure mondiale, donc vous avez oublié de dire que nous étions à 9 heures GMT. Exactement. Euh, Merci de nous faire l'honneur d'être parmi nous pour cette journée particulière. Qu'est-ce qu'évoque pour vous la journée mondiale de la sécurité et santé au travail en tant que président du CIAMT? Bah, non seulement en tant que président, je dirais en tant que SIAMT, en tant que participant, moi je trouve que cette journée, c'est un peu la reconnaissance de la santé au travail, qui est devenue une cause légitime et universelle, à l'image d'autres causes antérieures, plus connues. On a tous dans l'idée, je pense, on peut citer la journée de lutte contre le cancer, les journées des différentes égalités, comme celle des femmes ou des hommes et des hommes, les journées que nous célébrons, nos révolutions, nos évolutions, nos conquêtes. Et donc, je trouve que notre activisme est célébré aux côtés de toutes ces belles journées, toutes ces belles valeurs. Et ça, c'est une reconnaissance qui fait plaisir. C'est très valorisant pour les hommes et les femmes engagés avec nous et pour nous-mêmes au SIAMT. Et puis, c'est également porteur d'espoir pour pouvoir y rallier d'autres forces et d'autres énergies. Voilà, donc c'est quelque chose de valorisant pour nous et puis qui nous donne des assurances et qui nous encourage pour l'avenir. Merci, Monsieur Gauge. Ça nous a bien paru important d'évoquer cette journée et surtout de la célébrer euh, en la mémoire des travailleurs, de l'ensemble des travailleurs qui ont perdu la vie ou qui ont été abîmés par le travail. Pour vous, Président Gauge, quelles seraient les missions les plus importantes en faveur de nos entreprises adhérentes? Bah, d'abord, il faut quand même le rappeler, c'est rester sur notre engagement vis-à-vis des très petites entreprises. Bon, on le redit à chaque fois, mais parmi les différents services de santé interentreprises, le SIAMT a la spécificité d'avoir été fondé par des très petites entreprises il y a 70 ans, mais qui estimaient à l'époque qu'ils ne trouvaient pas leur compte auprès des services des plus grandes entreprises. Et les réformes successives, faut bien le dire, et passées et celles qui sont en cours, elles ont aggravé ces distorsions entre les petites et les grandes entreprises. Et elles vont encore les aggraver l'année prochaine. Donc, les plus grandes entreprises, par exemple, elles ont le droit à faire un service interne qui est totalement à leur main. Et c'est très bien comme ça. Nous, les plus de 50 ont des moyens internes qui leur permettent de mieux nous solliciter et ils bénéficient de nombreux effets de nombre et de taille. Donc, je pense que les SSTI en général font bien leur travail auprès des plus de 50 et les entreprises de plus de 50 avec des CSE savent également, ont des services qui leur permettent de venir bien nous solliciter. Et ce qui n'est pas du tout le cas dans les très petites entreprises. Et donc, au SIAMT, on peut espérer que nous veillerons particulièrement à contrarier la pente naturelle des choses, les contraintes et essayer de rétablir une équité entre les cotisations et les services qui sont rendus aussi au profit des très petites entreprises. Voilà, c'est quand même notre credo. Nous retenons bien sûr notre priorité à nos très, très petites entreprises. Depuis un an, malheureusement, elles traversent une période très, très difficile en cette crise sanitaire. En ces temps et surtout sur ce sujet thématique d'aujourd'hui, sur la sécurité et la santé au travail, est-ce que pour vous, il y a un avant, il y a un après Covid ou pas? Bah, il faut espérer que ça continuera sur le plateau sur lequel on est arrivé. C'est-à-dire qu'il s'agit plus, à mon sens, d'une accélération. C'est ce que beaucoup de gens disent dans beaucoup de secteurs, d'ailleurs, qui pas que le secteur de la santé au travail. C'est une accélération plutôt qu'une inflexion, en tout cas pour le SIAM. Le Covid, il nous a permis de faire accepter et de développer, par exemple, la téléconsultation 10 fois plus vite probablement qu'on aurait été capable de le faire aujourd'hui, ou hier plus exactement. On avait déjà des télécabines en essai, on était
mais comme tous les modernes, un petit peu retardé par les anciens, pour rester courtois, on dit les anciens. De même, notre concept de santé globale, où la santé au travail déborde sur toute la vie, eh bien, il devient incontournable avec le télétravail à domicile. C'est une évidence on avait toujours dit que la santé débordait dans la sphère privée et puis débordait de la partie de sa vie qui est consacrée en partie au travail, bien sûr, que son capital qu'on entame, qu'on préserve, va vous servir ensuite tout au long de la journée et tout au long de votre vie. C'est encore plus vrai quand la sphère et l'endroit où on travaille se mélangent totalement à la sphère et l'endroit où on vit. Voilà, où on vit avec les siens, où on vit sa vie familiale. Voilà, donc de ce point de vue, il ne faudrait pas que l'après-Covid, il ne faudrait pas qu'il y ait un après-Covid, mais au contraire que toutes les bonnes pratiques qu'on a acquises pendant le Covid, toutes les libertés qu'on a pu obtenir pendant le Covid, eh bien, ça puisse demeurer des pratiques et puis ça puisse demeurer des standards. Voilà, on pourrait souhaiter. Comment, dans ce contexte de santé globale que vous avez évoqué, quelle pourrait être l'implication d'un service de santé au travail comme le SIAMT, notamment dans des actions de santé publique de grande envergure? On pense aux tests PCR, on pense à la vaccination de masse. Comment vous envisagez, comment vous voyez cela? Bien sûr, on peut évidemment être mobilisé. Hein, on l'a déjà été, peut-être qu'on ne se rappelle pas, mais on l'avait été avec le H1N1, par exemple. Bon, aujourd'hui, on est mobilisé, mais on ne va pas revenir sur toutes les problématiques d'approvisionnement. On est mobilisé comme tout le monde, mais on est un petit peu en attente des éléments qui nous permettraient de vacciner comme tout le monde. Bon, enfin, comme tous les autres professionnels de santé, plus exactement. Mais plus généralement, quand on parle de santé publique, c'est pas que le Covid, c'est pas que la vaccination. Et en fait, on l'ignore peut-être, mais on est déjà très largement engagé impliqué dans la santé publique. Nos équipes participent très régulièrement à de nombreuses enquêtes, à des suites de suivi, de dépistage. On a un rôle pivot contre la désinsertion, par exemple. Hein, vous êtes bien placé, vous allez peut-être en reparler dans la matinée. Donc pour tout ça, on est déjà totalement au cœur de la santé publique. Les plus jeunes générations, on s'en rend peut-être pas compte, mais on a complètement démonté ou affaibli petit à petit tous nos autres systèmes de médecine collective. Les générations précédentes, comme la mienne ou comme d'autres, ont connu la médecine scolaire. On a connu la médecine de notre service militaire. On a connu un temps où les femmes pouvaient être suivies par des gynécologues qui étaient suffisamment en nombre tout au long de leur contraception. Tout ça, petit à petit, a disparu ou s'est affaibli. Donc aujourd'hui, il n'est pas rare qu'un adulte entre 18 et 58 ans, eh bien, le seul médecin qu'il ait vu en 5 ans, c'est son médecin du travail. Donc tout ça, quand on le dit, ça paraît évident, mais on n'y pense pas toujours en première lecture. Et on est bien conscient, je pense, vous et moi, on est bien conscient d'être le dernier filet dérivant pour détecter, qui peut détecter aujourd'hui. Je pense qu'on est le dernier endroit où une grande partie de la population passe systématiquement, de manière médicale. Voilà. Donc, c'est pas anodin. Et donc, ça veut dire que tous nos équipements de prélèvement, tous nos équipements de test, nos équipements d'analyse, eh bien, il faut qu'ils soient toujours performants, qu'ils soient toujours renouvelés et qu'on puisse les déployer à moindre coût pour pouvoir les déployer auprès du plus grand nombre. Donc, tout ça, c'est également très important et au SIAM, vous le savez bien, on a fait des efforts pour les télécabines, on a fait des efforts pour systématiser les tests auprès des gens, etc. Voilà, donc ça, on est très très loin au SIAMT de tous ces affres de la réforme. Hein. On a nos amis épiciers qui commencent à nous compter les euros pour savoir si il y a des choses qu'on pourrait pas acheter ou détailler à partir de l'année prochaine. Et tout ça, c'est un petit peu désolant.
puisque au contraire, il faudrait pouvoir, au contraire, systématiser un certain nombre de prestations pour tout le monde, quelles que soient les personnes qui viennent nous voir, en fonction évidemment de leur facteur de risque, bien sûr. Mais en tout cas pour tout le monde et systématiquement, et non pas qu'on ait des choses qui soient à tiroir ou qu'on ait des choses qui soient si on a envie. Parce qu'on sait très bien ce que ça donne, la santé, quand c'est à tiroir et quand c'est si on en a envie ou si on a le temps ou si on peut, eh bien, on sait qu'il n'y a pas de suivi et que finalement, souvent, c'est des fois les publics qui en auraient le plus besoin qui finalement vont se retrouver à côté ou exclus. Voilà. Bah, on a pu effectivement bénéficier au sein du SIAMT de beaucoup de projets d'innovation. Et ça, nous tenons absolument, à travers ma voix, vous remercier, vous, président du conseil d'administration, et puis nos autres administrateurs, pour Oui, l'ensemble des investissements. pour remercier nos adhérents. Hein. C'est eux qui donnent. Nous, on les représente. Bien sûr, et nos entreprises adhérentes, et qui nous font bien sûr l'honneur et le plaisir de nous faire progresser tous les jours. Tous ces projets-là, est-ce que vous pensez qu'on pourrait les pérenniser et les pousser vers des actions prioritaires justement à la sortie de la crise? Comment vous envisagez la poursuite de ces actions? Oui, alors, bon, je peux dire quelques mots, mais je pense que la balle reviendra dans votre camp à vous, Monsieur Ngo, enfin vous et vous, le personnel médical. Il est évident bon, on peut penser à des branches spécifiques qui ont été en arrêt long, hein, puisque en fait, il faut bien dire, quand on dit la sortie de crise du Covid, pour énormément de travailleurs aujourd'hui, peut-être que bon, premier confinement, il y a beaucoup de gens qui se sont arrêtés. Mais en tout cas, depuis, les gens, de toute façon, que ce soit à temps partiel, que ce soit, ils ont la plupart du temps continué à travailler de manière régulière, y compris sur le site habituel dans lequel ils étaient. Le problème il est peut-être un petit peu plus crucial pour les gens qui sont arrêtés depuis très longtemps. Donc, ça peut être le cas, on va citer l'hôtellerie, par exemple, ou le spectacle. Le spectacle, ils ont un SST spécifique. L'hôtellerie, c'est les gens qui sont présents, les gens qui sont dans le tourisme ou des choses comme ça. Voilà. Après, pour le reste, ça sera plutôt de votre domaine, monsieur. Merci, Monsieur Gauge. Il est 9h12. Je pense qu'il est temps qu'on accueille aussi nos autres invités, si vous voulez bien. Restez avec moi. Je vais inviter Pascal Grandmougin, notre collègue du CIST de la vallée de l'Oise. Pascal, bonjour. Bonjour Vine. Bonjour Monsieur Bienvenue. Gauge. Bonjour Pascal. Pascal Grandmougin. Pascal, faites attention, il y a une armoire qui est ouverte derrière vous. Pascal nous a fait l'honneur d'être parmi nous pour évoquer justement la prévention et surtout nous donner un regard croisé de ce qui se pratique dans le 95, qui est un département assez particulier parce que pourvu de pas mal d'entreprises, notamment d'une grande plateforme aéroportuaire. Pascal, je te passe la parole si tu veux te présenter un peu plus et présenter le CIST VO. Alors donc, Pascal Grandmougin, je suis la directrice donc du CIST VO, un des services de santé au travail dans le Val d'Oise. On suit à peu près 86 000, plus de 86 000 salariés. Hein. On est un service interentreprise, donc on va de la petite entreprise de 2 ou 3 salariés à des sociétés qui assurent sur cette plateforme, hein, sur cette zone aéroportuaire, plus de 1000 salariés et qui a été, oui, pas mal bousculée et chahutée par cette crise, hein, et où donc on a mené des actions, hein, où tu es intervenu aussi au niveau du SIAMT avec d'autres services de santé au travail pour vraiment appuyer ces sociétés qui avaient vraiment qui vivaient le Covid, hein, d'une manière flagrante sur la zone aéroportuaire. On en a, je pense, suffisamment entendu parler au niveau des médias.
Parfait. Nous reviendrons tout à l'heure, si tu veux bien, pour qu'on puisse développer un peu ces actions de partenariat qu'on Bien sûr. entreprend à travers nos autres services et puis surtout avec nos partenaires institutionnels. Mhm. Nous accueillons aussi le docteur Mounir Ghedban. Mounir, est-ce que tu es parmi nous? Bonjour. Voilà, Bonjour. Mounir arrive. Bonjour Mounir. Bonjour Vin, bonjour Monsieur Gauge, bonjour Madame Grandmoulin. Bonjour, Mounir, docteur. Mounir, médecin du travail du SIAM, mais pas que. Oui, médecin du travail du SIAMP, médecin coordinateur et aussi en fait mon dada, c'est surtout en fait le maintien dans l'emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle avec l'approche du SIAMP qui est une approche globale, une approche systémique, pas uniquement centrée sur l'individu, centrée sur le collectif et centrée également en fait sur l'entreprise parce que sans l'entreprise, on ne peut pas faire de maintien dans l'emploi. Merci Mounir. Nous attendons aussi l'arrivée de Monsieur Henri-Pierre Gouillard, qui est entrepreneur et bien sûr administrateur au SIAM. Alors, nous l'attendons de pied ferme. J'espère qu'il pourrait se connecter avec nous. On a vu depuis un certain nombre d'années maintenant le développement de la médecine curative en France. On a une culture de réparation, on a une culture de un peu moins de prévention primaire, même si on y travaille tous ensemble. Et on sait bien que le travail abîme les hommes et les femmes. Et comment on pourrait améliorer cette prévention tertiaire qui est pour le maintien en emploi et surtout par une prévention des désinsertions professionnelles. Pascal, est-ce qu'on pourrait revenir sur les actions justement remarquables du SIST-VO dans ce domaine-là? Alors, au niveau des actions qu'on a pu mener, nous, au niveau de la PDP, de la prévention de la désinsertion professionnelle, on est parti du principe, et c'est ce que le docteur Mounir disait, c'est-à-dire qu'une action de prévention de la désinsertion professionnelle, ça se fait avec 3 personnes, on va dire. C'est le salarié, c'est le chef d'entreprise et c'est le médecin qui va être en appui et en conseil. Donc, à partir du moment pour qu'il y ait une politique de maintien dans l'emploi pour nous qui soit efficace, donc il faut que l'entreprise elle soit en capacité pour nous d'agir le plus en avant possible, dans ce qu'on appelle nous dans notre jargon en prévention primaire. L'entreprise elle doit avoir les moyens de détecter le plus précocement possible les situations où il y a un risque d'exclusion et où le risque d'exclusion peut apparaître. On sait, et ça je pense que c'est ce qu'on répète sans cesse au niveau de nos entreprises et au niveau de nos salariés, en matière de PDP, agir le plus en amont possible est vraiment un gage de succès. Donc, une fois qu'on a, j'ai envie de dire, un peu exprimer ce beau principe, je vais essayer d'être un petit peu plus précise pour voir comment on accompagne, nous, nos entreprises et nos salariés. On va accompagner l'entreprise en construisant avec elle pour qu'elle ait ses signaux d'alerte. Donc, on va construire des indicateurs, à savoir leur taux d'ATMP, le nombre de jours d'arrêt, le taux d'absentéisme, le taux de turnover, et en construisant avec les entreprises, on leur donne ces tableaux de bord pour avoir ces signaux d'alerte, pour pouvoir identifier les secteurs où dans l'entreprise, il peut y avoir un risque. Donc, après, on va croiser ces indicateurs et on va travailler avec l'entreprise par rapport aux indicateurs qu'on a, nous, et que le médecin a, lui, par sa connaissance de l'entreprise et par sa connaissance des salariés. Et on va accompagner l'entreprise et on va co-construire avec elle un plan d'action et des préconisations. Ça, c'est ce qu'on mène
au niveau de au niveau de nos entreprises. Et en parallèle, bien entendu, puisqu'on a dit, il y a l'employeur, il y a le salarié, on sensibilise aussi les salariés en visite, ou via tous les supports qu'on peut avoir, flyers, site internet, affiches, et où on passe les messages de les messages de prévention, et où on fait prendre conscience, et où on essaie de faire prendre conscience aux salariés que dès qu'il a des premiers signes, par exemple d'une maladie chronique ou évolutive, comme son avenir professionnel peut impacter, il faut qu'il y réfléchisse le plus en amont possible. Et c'est un petit peu de cette par rapport à cette démarche qu'on essaie que la PDP, qu'on ait une politique vraiment de prévention qui soit réussie. Pascal, en fait, je retiens de tes propos les 3 facteurs clés succès pour un bon maintien en emploi ou dans l'emploi, en tout cas par une méthodologie certaine de prévention de désinsertion professionnelle. C'est le repérage précoce. Ah, on a perdu Pascal. Ça fait partie de la joie d'être en live, en direct. Donc voilà, Pascal se reconnecte. Allez, pour occuper en fait les auditeurs et les participants, en fait, j'enchaîne directement, Vin, par rapport à ce que disait Madame Grandmougin. C'est vrai que historiquement, en fait, on faisait et on fait un petit peu, mais moins qu'avant, beaucoup de prévention de désinsertion professionnelle tertiaire, c'est-à-dire quand c'est trop tard. Et quand c'est trop tard, en fait, il y a plusieurs coûts. Il y a un coût humain, il y a un coût économique aussi pour l'entreprise, il y a un coût social pour l'entreprise qui est très important. Et si on revoit un petit peu l'histoire et on se positionne aujourd'hui, on se dit là où on était avant, là où on est aujourd'hui et là où on veut aller demain. Et ça, vraiment, c'est des questions très importantes. Si on reprend l'histoire en fait, de l'humain au travail, c'était de réparer. Le salarié tombe malade, en fait, on répare la maladie, mais on la répare jamais, ni pour le salarié, ni pour le collectif de travail, et ni pour l'entreprise. Et c'est vrai qu'avec les évolutions au fil des décennies, bien évidemment, on a commencé à sortir de l'approche individuelle et pour aller vers l'approche collective. Titre d'exemple, en 2004, il y a eu 470 000 inaptitudes. 470 000. Et ces inaptitudes, pour 95%, a abouti en fait à un licenciement. En 2016, on en est à 120 000. On voit que les services de santé au travail ont évolué aussi par la pluridisciplinarité, parce qu'on voit que, en fait, au-delà du médecin du travail, il y a aussi des équipes pluridisciplinaires, des ergonomes, des techniciens, des équipes maintien dans l'emploi aussi, assistantes sociales, chargées de maintien dans l'emploi, et les partenaires qui viennent en appui pour que l'entreprise, aujourd'hui, s'approprie ces questions de prévention pour ne pas payer le coût très cher, humain, social et économique, de la problématique de la désinsertion professionnelle. Donc, en fait, Mounir, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le trépied du succès d'un maintien dans l'emploi ou de la prévention de désinsertion professionnelle, c'est vraiment le repérage précoce en premier lieu. Le repérage précoce est très important. Et si aujourd'hui, on va citer en fait les acteurs du repérage précoce, moi, je commencerai par l'entreprise. En fait, l'entreprise voit son salarié tous les jours, au quotidien, et elle peut repérer même les signaux faibles que nous, on ne verra pas. D'accord ? Parce qu'il voit le salarié au quotidien. Donc, l'entreprise est un acteur du repérage précoce et ne doit plus se positionner en tant que sujet de prévention de la désinsertion professionnelle, mais acteur majeur de la prévention de la désinsertion professionnelle. À notre niveau, dans les services de santé au travail, on a l'avantage d'avoir les infirmiers en santé au travail qui sont également les acteurs du repérage précoce. Il y a le collectif de travail dans l'entreprise, il y a les partenaires sociaux, les IRP, les instances représentatives du personnel. Donc vraiment, ces acteurs du repérage précoce, ils sont bien identifiés. Il ne faut pas attendre aujourd'hui l'arrêt de longue durée pour agir. Donc, les deux autres facteurs, éléments qui constituent le trépied du succès, je retiens de tes propos et des propos de Pascal Grandmougin tout à l'heure, c'est vraiment le travail en équipe, le travail en réseau.
le travail en coordination. Vraiment, le travail en coordination, on doit casser les barrières. Il faut qu'il y ait plus de barrières entre l'entreprise et les services de santé au travail, parce qu'il faut savoir que le maintien dans l'emploi est une des missions du service de santé au travail. Pas uniquement du médecin du travail, du service dans sa globalité. Il y a les partenaires également, comme l'assurance maladie. On a un partenaire historique qui est la CRAMIF. On a également en fait l'AGFIP et le Cap Emploi. Vraiment aujourd'hui, il faut qu'on soit sur une démarche projet collaborative, sur de la coordination indispensable et surtout sur la cohérence des discours et avec vraiment s'inscrire dans une démarche projet collaboratif. Et donc, si on multiplie, je retiens l'idée de l'équipe pluridisciplinaire, hein, et puis surtout pour s'appuyer sur une polycompétence, le fait de multiplier les acteurs, il faudrait peut-être qu'on ait aussi, et ça constitue le troisième élément clé du facteur clé succès, c'est l'harmonisation des discours. Hein, parce que si l'un dit rouge, l'autre dit vert, le premier dit vous êtes guéri, le troisième dit vous êtes foutu, comment on pourrait faire avancer justement le salarié impacté? Vraiment, la cohérence des discours, je dirais déjà entre les acteurs de la santé, c'est-à-dire le médecin traitant, le médecin de conseil, le médecin du travail, est indispensable. C'est un pilier qui permet soit d'avancer, soit d'être dans une rupture ou de cassure de parcours s'il n'y a pas cette cohérence des discours. Il y a aussi la cohérence des discours des acteurs de l'accompagnement. Il n'y a pas que le domaine médical. Il y a aussi la cohérence des discours, en fait, aussi du salarié, de l'entreprise. Dans une démarche projet collaboratif, il faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde et je dirais approches différentes, projets communs. Et toute la complexité, c'est qu'on a des approches différentes de l'angle où on se situe, mais on est sur un projet commun. C'est la préservation du capital humain et de l'impact économique aussi que ça peut avoir pour l'entreprise. En attendant le retour de Pascal, parce que je crois qu'elle a un problème de connexion, on pourrait peut-être évoquer notre fameuse prévention des insertions professionnelles qu'on baptise PDP pour les initiés. Qu'évoque la PDP pour un médecin du travail tel que toi, Mounir? La prévention de la désinsertion professionnelle, je dirais en fait, c'est un but. C'est un but, pourquoi? Parce que le but, c'est qu'on agisse en fait le plus en amont, on mobilise tous les processus, les dispositifs, les acteurs du maintien pour éviter cette PDP-là. C'est-à-dire, c'est pas que durant l'arrêt de travail de longue durée, c'est bien en amont. Et on peut l'inscrire en PDP, en prévention de la désinsertion professionnelle primaire, secondaire, tertiaire. C'est-à-dire la primaire, c'est déjà comment l'entreprise a mis en place une politique de prévention des risques. Parce qu'on peut être désinséré, malheureusement, par rapport à des risques professionnels pour lesquels on a été exposé et pour lesquels notre état de santé a été impacté. Il y a la secondaire quand la maladie est là, et à la tertiaire, c'est quand l'arrêt de longue durée est là. Donc, le but, c'est qu'on puisse cheminer progressivement de cette tertiaire en prenant la passerelle de la secondaire pour aller à la primaire. Attendez, sur mon téléphone. Vraiment, elle n'est pas centrée qu'individu, elle est centrée aussi collectif et démarche de prévention. Et c'est la politique du SIAMT en matière aujourd'hui d'accompagnement des entreprises. On a retrouvé Pascal, mais je crois qu'elle. Pascal, tu nous entends? Non. C'est bon? Oui, Pascal, on est content de te retrouver. Merci. Donc, on était en train d'évoquer justement les actions remarquables de PDP. Est-ce que tu peux nous illustrer par un exemple d'action PDP, maintien dans l'emploi, et surtout une action de partenariat qu'on a entreprise ensemble? Alors, par rapport à ce que je peux citer au niveau PDP, c'est l'action de communication qu'on a menée au niveau de la zone aéroportuaire. Est-ce qu'on a 3 minutes pour que je replace un peu le contexte, Vin, où on est pris un peu dans le temps et je vais. On a tout le temps qu'il faudra, Pascal. On a tout le temps qu'il faut. On est entre nous, donc vas-y, prends ton temps. Donc, au niveau de cette action zone aéroportuaire, je vais la replacer un petit peu dans le contexte. On a constaté au niveau de la zone aéroportuaire qu'il y avait un niveau de sinistralité très important au niveau des bagagistes et des agents de sûreté. On s'est donc posé la question de savoir on pouvait agir comment.
est-ce qu'on agissait, j'ai envie de dire, au niveau service de santé au travail, chacun dans son entreprise, ou est-ce qu'on faisait jouer ce que j'ai appelé moi la force du collectif, hein, auquel je crois. Donc, on a décidé d'être ambitieux et de mettre autour de la table tous les acteurs un peu clés du secteur aéroportuaire. Donc, ce projet, il a été piloté par la directe. Hein. On a mis autour de la table donc les services de l'État, les entreprises de cette zone aéroportuaire, les organisations professionnelles et les 7 services de santé au travail qui travaillaient donc sur cette zone aéroportuaire. Une gouvernance a été mise en place et il y a 4 axes de travail qui ont été arrêtés. Donc, il a été décidé de travailler sur une harmonisation et une consolidation des recueils des accidents du travail, puisque très difficile de porter une analyse à partir du moment, j'ai envie de dire, où on peut avoir des tableaux de bord qui ne sont pas forcément construits de la même façon. Donc, première décision, si on veut essayer de proposer des actions pour réduire les accidents de travail, il faut vraiment parler le même langage. Ensuite, une action au niveau des bagagistes pour faire baisser cette sinistralité et une action au niveau des agents de sûreté et une action au niveau de la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, des groupes de travail se sont constitués avec l'objectif donc de présenter plan d'action et préconisations. La crise sanitaire arrive, on est amené à rapidement réorienter en 2020 nos actions. Pourquoi ? Suite à la demande des entreprises et pour vraiment pouvoir répondre, j'ai envie de dire, à leurs attentes. Et leurs attentes, c'était quoi ? Rappelle-toi, Vin, c'était un appui en matière de RPS, en matière de prévention des RPS auprès de la ligne managériale, un accompagnement social des salariés qui étaient fragilisés par cette crise, et ils nous demandaient vraiment de poursuivre nos actions d'information et de sensibilisation qu'on menait. Donc ça a été l'année 2020, pour montrer vraiment écoute au niveau de nos adhérents, de leurs attentes, on réoriente nos actions. En 2020, on décide de construire donc une campagne de sensibilisation des employeurs et des salariés, principalement axée salariés, au niveau de la PDP. Donc, avec la construction, j'ai envie de dire, d'affiches, de flyers et de 2 motion design. Au niveau de ce travail, donc qui a été co-construit par les 7 services de santé au travail et la CRAMIF. Alors, ce que j'avais envie moi de dire par rapport à cette campagne, on peut se dire c'est encore des affiches, des flyers. Voilà. Je vois le docteur Mounir Gueba qui sourit. Non, j'avais envie d'en parler. Pourquoi ? Parce que pour souligner les idées et voir si on partage les idées clés un petit peu qui ont été retenues pour cette campagne de communication. On avait vraiment l'objectif par rapport à ces films et par rapport à ces affiches de rendre acteur le salarié et vraiment de mobiliser son attention quant à la préservation précoce de son capital santé, l'amener à réfléchir à l'évolution qu'il souhaite donner à sa carrière professionnelle, si le caractère de pénibilité de sa profession et son état de santé le nécessitent. On a voulu vraiment insister sur le salarié doit être pilote de sa santé.
Et dans le motion design, que vous verrez bientôt sortir, qui va être présenté au niveau des organisations syndicales et des entreprises, hein. Dans le motion design, ce que je trouve qui est très, très bien et qui souligne bien, c'est on montre tout le travail réalisé dans la construction d'un plan d'action vraiment personnalisé, hein, que le médecin du travail, on voit bien, remet et co-construit avec l'équipe pluridisciplinaire, avec tous les partenaires autour, hein, rendre tout ce parcours, j'ai envie de dire, clair au niveau du salarié. Montrer que c'est lui qui le construit avec des experts autour de lui pour l'appuyer, hein. Et on a voulu aussi démystifier, docteur, le rapport avec le médecin du travail, le rendre vraiment accessible et supprimer peut-être cette crainte parfois de rencontrer et bien montrer que le médecin, il accompagne et il aide à trouver des solutions adaptées aux salariés, hein. Donc, c'est tout ce travail qui a été mené, j'ai envie de dire, rondement en quelques mois, qu'on va maintenant présenter et diffuser pour pouvoir sensibiliser, hein, sur ce côté très précoce. Dès que j'ai des signes, dès que je risque d'avoir une maladie chronique ou invalidante, je me prends en main et j'ai autour de moi toute une équipe pour m'aider et je vais trouver quelque chose dans l'entreprise, en dehors de l'entreprise, mais je serai maintenue en emploi. Excellent exemple, Pascal, pour une action de partenariat de grande envergure, en plus à travers la région Île-de-France, parce que la plateforme aéroportuaire, on a cité Roissy, mais il y a aussi celle d'Orly. Oui. Excuse-moi, je suis 95. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais effectivement, on prépare aussi, comme on avait évoqué avec le président Gauge au début, en fait, on prépare aussi nos services vraiment dans une démarche de progression continue, oui, dans une démarche de partenariat élargi, aussi avec les services de l'État, et surtout avec un pilotage régional, que ce soit par la directe ou que ce soit par la CREMIF. Et c'est vrai qu'on prépare 2024, hein, 2024, c'est demain, parce que notre bassin d'emploi, notre région d'Île-de-France a eu la chance de décrocher les Jeux Olympiques. Donc, on œuvre aussi, on participe aussi à la relance économique. Mounir, est-ce qu'on peut illustrer par une action réussie de PDP, de maintien dans l'emploi, notamment pour rebondir sur les domaines comme les BTP? Est-ce qu'on a un exemple typique d'action réussie avec nos partenaires, notre réseau et surtout en tête, en priorité, l'entreprise? Bon, on a un exemple en fait réussi et un exemple en fait qu'on a initié en accompagnement l'année dernière et qui est toujours en cours. Et ça serait intéressant en fait qu'on l'illustre en fait par une vidéo qui va parler d'elle-même et qui va retracer aujourd'hui une histoire de maintien, une histoire d'accompagnement et la place de chaque acteur dans cette démarche-là. Je retrouve la vidéo, je la passe. Très bien. Je travaille chez NGE Fondation comme foreur depuis 2005. Jusqu'à ce jour de l'accident, on faisait du jet routing le 28 mars 2019. L'après-midi, en fin de journée, au cours du forage, ça a lâché, ça a pris ma jambe droite de ce côté-là et l'artère fémorale sectionnée. Je me suis retrouvé à l'hôpital, inconscient 3 jours à peu près. Et ils ont appelé ma femme, proposer l'amputation. Déjà, je suis sur les 2 pieds, je remercie. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer, quoi, voilà. Avec Demba, en fait, je l'ai reçu à l'occasion en fait, d'une visite de pré-reprise, après un arrêt de 15 mois. On a fait un point sur sa situation. J'ai pris connaissance de sa problématique de santé. On s'est regardé dans les yeux et je lui ai dit « Mais monsieur Demba,
Vous savez qu'aujourd'hui, avec votre problématique, votre poste, vous ne pouvez pas le reprendre. Et il était conscient. Donc à ce moment-là, j'ai proposé à M. Sombounou en fait, de mobiliser un dispositif de l'assurance maladie qui s'appelle l'essai encadré, qui est un dispositif en fait, qui permet de préparer le retour dans l'emploi durant l'arrêt de travail. Donc, ce qui permet, en fait, c'est un dispositif qui est soumis à l'accord de l'employeur, parce qu'aujourd'hui, il faut impliquer l'entreprise dans le retour dans l'emploi de son salarié, du médecin traitant et également du médecin du travail et de l'assurance maladie par la suite. Le médecin du travail m'a sollicité là, fin juillet. Donc suite à sa demande, moi j'ai contacté l'employeur dans un premier temps pour vraiment bien valider avec l'employeur les possibilités de reclassement puisque le poste précédent était impossible. L'essai encadré, ça permet d'identifier les besoins d'aménagement, ça permet d'essayer un nouveau poste, donc là c'était le cas. Et effectivement, on a pu identifier pendant l'essai encadré qu'il était absolument nécessaire qu'il puisse disposer d'un véhicule en boîte automatique, puisque donc il y a des chantiers qu'il a mis à visiter sur toute l'Île-de-France et même je crois au-delà. Et donc, étant donné sa problématique de santé, c'était important qu'il puisse avoir cette aide voilà, sur son véhicule. De toute façon, il n'y a pas 36 solutions, il faut aller sur le terrain, il faut voir. Parce qu'il y a le travail prescrit et le travail réel, qui sont souvent deux choses complètement différentes. Donc nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est y aller. C'est venir voir comment travaille le salarié, se rendre compte vraiment des conditions de travail auxquelles il est confronté. Du matériel, les cadences, il y a certains travailleurs, c'est des cadences imposées qui peuvent être difficiles à tenir. Comment ça fonctionne après? Donc, on va leur proposer un poste, un ou plusieurs postes, suivant le bilan de compétences qu'ils ont eu, suivant l'essai encadré. Ça peut être juste un aménagement de poste ou carrément un autre poste, complètement différent au sein même de l'entreprise ou d'une autre entreprise d'ailleurs. Et ça permet aux salariés de continuer à travailler dans le respect de ses capacités physiques. Ce qui est important, c'est le maintien en emploi, c'est de lui permettre de continuer à travailler. Le travail, c'est aussi un lien social. Qui a été brisé pour Demba pendant son arrêt. Il a été hospitalisé, il a été à domicile, il était limité dans ses mouvements. Donc quand il n'y a plus de travail, le lien social est brisé aussi notamment. Du coup, ce qui est important pour nous, c'est de leur permettre de récupérer une vie sociale, de retravailler, de se sentir utile aussi, parce que le travail, c'est aussi une valorisation de soi-même, de ses compétences. Et ce qui est important, c'est de permettre aux gens de continuer à travailler et de limiter la désinsertion professionnelle. 95% des inaptitudes aboutissent à un licenciement. Et vraiment, ce dispositif-là nous a permis d'éviter son inaptitude et son exclusion socio-professionnelle. L'essai encadré vous permet en fait d'être acteur du retour dans l'emploi de votre salarié. C'est-à-dire, au lieu de subir les préconisations du médecin du travail à la visite de reprise, vous allez construire les conditions de reprise de votre salarié avec le médecin du travail, avec le salarié et avec tous les acteurs du maintien dans l'emploi. Bien évidemment, moi je conseillerais cette période d'essai encadré. Je le rappelle, je ne la connaissais pas du tout avant qu'elle nous soit proposée par le CIAMT. C'est quelque chose de pratique, facile à mettre en place, qui favorise la concertation et qui est aussi un véritable outil d'intégration des collaborateurs qui ont subi un drame comme un accident du travail. Les avantages de ces dispositifs sont évidents, en tout cas pour l'entreprise et pour le salarié, c'est que véritablement il y a un accompagnement en amont avant une reprise effective à 100% à son travail. On a véritablement un appui, un conseil de l'ensemble des partenaires du CIAMT, de l'ergonome, de l'infirmière, etc. Donc ça, c'est très appréciable. Et puis, ça permet surtout aussi aux collaborateurs de ne pas se sentir oubliés. Ce n'est pas parce qu'on a vécu un drame, un traumatisme, un accident du travail est toujours un traumatisme, une longue période d'arrêt maladie, que ça y est, on est oublié. Demba fait partie de l'entreprise et continue à en faire partie et on fait en sorte de l'accompagner au mieux au gré de son état de santé. C'est vrai que sur une situation de maintien dans l'emploi, ce qui est important, c'est qu'effectivement, il faut qu'on ait un salarié qui soit motivé à rester dans son entreprise et aussi à être moteur, à trouver des solutions pour être maintenu.
Et puis, on a aussi besoin de la motivation de l'entreprise à maintenir son salarié. Donc, après un travail de bilan des capacités, des compétences, des intérêts, des motivations de M. Soumbounou, on va travailler en lien avec l'entreprise pour envisager des pistes éventuelles de reclassement interne. C'est une démarche administrative qui est assez lourde. Parce qu'en fait, sur un rendez-vous, faire toutes ces démarches-là, ça peut prendre beaucoup de temps. Et une fois qu'on en a fait 1, 2, 3, ça devient vraiment très spontané en fait. Et en fonction de la situation, on y pense et on prescrit et on y va. Entre nous, moi, quand je vois un salarié en visite de pré-reprise et je lui propose un essai encadré, au total, ça me prend 50 minutes. J'ai du retard dans la salle d'attente, mais ça vaut la peine parce que derrière, on va y gagner des mois. Et surtout, on va sauver une vie socio-professionnelle et familiale. Le temps après n'a pas d'importance, que j'y passe 50 minutes, 1 heure, mais il faut prendre le temps pour trouver une solution. L'essai encadré, c'est un dispositif qui est proposé à un assuré du régime général de la sécurité sociale, donc salarié, en arrêt maladie. Ce dispositif lui est proposé dans l'idée de tester ses capacités à reprendre son activité. C'est une solution assez intéressante puisqu'elle permet à la fois une immersion aussi bien dans le poste qu'occupait le salarié, mais ça peut être aussi un nouveau poste. L'idée étant vraiment de tester les capacités du salarié. Donc, je pense que c'est un dispositif qui peut être très intéressant dans la recherche pérenne de solutions pour revenir dans le monde du travail. La première chose, c'est de repréciser pourquoi on fait ça, pourquoi le médecin a proposé ça, dans quel but, et de rassurer sur la forme aussi, hein, avec le cadrage qu'il peut y avoir au niveau de l'ergo et du médecin. Le point positif, c'est que c'est une mesure courte dans le temps qui permet de cheminer avec lui pendant un temps court, mais qui va être très productif, on va dire, quelque part. Et moi, je suis très content aujourd'hui de ce que je fais, de reprendre aussi. Ce matin, quand je suis arrivé, je n'étais pas en tenue de travail, et là, je suis en tenue, là, et vous le voyez vous-même que je suis heureux. Voilà. Monsieur Gauge, est-ce que je peux vous demander, en tant que chef d'entreprise, une réaction à cet exemple illustré d'action de maintien en emploi réussi? Oui, ça a été très bien dit par le docteur Gebdan, hein, je pense qu'il est très impliqué. Il fera un bon chef d'entreprise, de petite entreprise. Non, il est très impliqué. Ça a été très bien dit, le drame que ça peut constituer pour l'ensemble des parties. Bien évidemment, pour le salarié, c'est une évidence pour tout le monde, mais pour l'entreprise elle-même, dans une grande entreprise, il y a des choses des fois qui malheureusement, on parle de moyenne ou de statistiques, mais dans une très petite entreprise, c'est un drame qui peut être un drame personnel parce que les gens sont extrêmement liés souvent. Et puis, ça peut être, comme le docteur l'a dit, hein, un licenciement, c'est aussi une réorganisation, c'est aussi des coûts, c'est aussi des difficultés juridiques pour l'entreprise, pour l'entrepreneur. Voilà, donc on le répétera jamais assez, hein, que nos plus petits adhérents n'ont pas tous les systèmes de ressources humaines pour pouvoir gérer tout ça. Et donc, c'est bien si, au travers de leur association, eh bien, ils peuvent trouver un certain nombre de choses qui seraient à la disposition, soit des plus grandes, soit qu'on soit capable pour les plus organisées, les plus grandes, aussi de mobiliser des éléments extérieurs. Ça a été aussi bien souligné dans le trajet. Nous, on a un pivot, on fait pas tout, mais on peut tout faire connaître ou tout faciliter. Voilà, je pense que ça a été bien dit. Pascal, Oui. Dans toutes ces démarches, on a bien retenu vraiment on a l'impression d'avoir un déroulé des actions. Est-ce que ce serait pas une démarche de qualité
et surtout une amélioration continue. Est-ce qu'on pourrait mettre ça dans notre prochaine démarche de qualité, notamment en vue de la classification, certification? Oui, alors nous, on est on est un service certifié, hein, où donc cette idée d'amélioration continue, et je pense que c'est ce qui ressort aussi un peu de nos échanges ou de ce que Monsieur Gauge a a pu dire, hein. C'est-à-dire que avec le Covid, on a accéléré. On a bien vu là sur cette action concertée au niveau de Roissy qu'on était dans l'écoute de ce que nos adhérents souhaitaient. On était parti dans une certaine direction. On a changé de braquet avec cette crise. Je pense que oui, il y a il y a une démarche qu'on a au niveau de nos services de santé au travail, hein, et qui, je pense, se développe de plus en plus, hein. L'écoute au niveau des adhérents pour adapter nos services. Et pour adapter nos services, il faut qu'on soit dans l'amélioration continue, qu'on soit réactif. Et j'ai bien aimé aussi ce que votre infirmière a dit, c'est-à-dire allons voir ce qui se passe sur le terrain, dans l'entreprise. Et c'est là où on pourra avoir une écoute au niveau de nos adhérents. Ça, je pense que c'est vraiment important. Et je sais que par rapport à toute cette crise, on a vraiment essayé d'être présent dans nos entreprises. On avait adopté, quand il y a eu la crise, de mettre en place des contacts avec nos entreprises par téléphone qui nous permettaient d'identifier rapidement leurs attentes et de pouvoir leur transmettre tous les supports, tous les documents dont ils pouvaient avoir besoin, mais on proposait également, selon les attentes, d'aller les accompagner sur place. Et je pense que ça, c'est vraiment ça qui fidélisera nos adhérents et nous mettra en avant, hein, puisque cette journée, oui, met en avant, je pense, et nous met en avant, nous, services de santé au travail. Et je pense que si on veut pouvoir développer cette image, il faut, oui, qu'on soit chez nos adhérents. Je t'entends pas? Micro, oui. Voilà. Il faudrait qu'on se greffe un truc automatique ou avec une action en clignant des yeux. Mounir, quelles sont les actions favorisantes le maintien en emploi autres que l'essai encadré? Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Juste en fait dans la continuité en fait du cas d'usage de l'histoire en fait qu'on vient de voir tous ensemble. Par exemple, pour ce salarié-là, au-delà de l'essai encadré, ça nous a permis d'identifier un nouveau poste avec une solution temporaire. Il faut savoir aussi que l'entreprise n'a pas toujours toutes les solutions, bien évidemment, donc elle essaye de réfléchir. On lui a apporté avec le Cap Emploi et la GFIP des compensations également par rapport à son obligation en fait d'emploi de travailleurs handicapés et de ses cotisations à la GFIP, ce qui a permis d'avoir cette solution temporaire. Par la suite, pour travailler sur un emploi durable et une solution durable, quand il a repris en fait en temps partiel thérapeutique, c'est le travail léger pour les accidents de travail, on a mobilisé en fait l'équivalent d'un bilan de compétences, mais pour les droits spécifiques, ce qu'on appelle une prestation spécifique d'orientation professionnelle, pour travailler sur un projet durable il a repris le 5 octobre. C'est juste pour vous dire qu'on a commencé l'accompagnement au mois de juin, il a laissé encadrer à commencer fin août. Il a repris le travail début octobre. On a mobilisé cette prestation avec l'accord de l'assurance maladie, financement de la GFIP en mois de décembre, qui a pris fin au mois de février. Et là, on va sur d'autres actions. C'est pas fini. On va sur une action de remise à niveau parce qu'il faut l'outiller ce salarié parce qu'il sera inapte à son poste qu'il avait occupé, qu'il avait avant l'accident. Et donc, de remise à niveau pour derrière aller sur une formation et pouvoir le repositionner professionnellement. Donc vraiment, il y a un tas d'actions, il y a un tas de dispositifs, que ce soit du droit commun ou pour les travailleurs en situation de handicap. Il faut juste travailler en réseau pour pouvoir proposer une solution, même en dehors de l'entreprise. Il faut savoir que même en dehors de l'entreprise, quand elle participe et qu'elle permet à son salarié de faire toute cette série d'actions,
et de formation, aujourd'hui, elle répond aussi à son obligation de reclassement derrière, si même elle ne peut pas maintenir, parce que c'est vrai, le but, c'est d'éviter l'inaptitude sèche, c'est-à-dire l'inaptitude sans alternative. Sans alternative, il faut que le salarié puisse rebondir demain et ne pas être sur du chômage de longue durée, de la précarité, de la renonciation aux soins et de l'éloignement du monde du travail par rapport à la dégradation de la situation de santé. Oui, je pense qu'on voit bien l'importance de travailler ensemble, de travailler avec tous ces acteurs. Et on a, nous, au niveau du CIST VO, intégré, j'ai envie de dire, dans notre cellule, des membres de Cap Emploi pour pouvoir, j'ai envie de dire, qu'il y ait un échange régulier, puisqu'on sait bien que c'est en se connaissant, on travaille sur de l'humain, qu'on peut trouver des solutions ensemble. C'est ce qu'on fait au CIAMT également. En fait, on a sur les trois, on a une cellule maintien dans l'emploi qui est centralisée et on a des cellules maintien dans l'emploi de proximité. Et sur ces cellules de maintien dans l'emploi de proximité, on invite nos partenaires pour être dans une démarche collaborative et surtout pour être dans la cohérence des discours, sécuriser les parcours. Ouais. Et on assiste également à l'assurance maladie. Maintenant, on le fait à distance sur les cellules PDP de l'assurance maladie parce qu'il faut être présent, être sur ce collaboratif, faire avancer nos pratiques. Mais il n'y avait pas, Vin, une idée à un moment au niveau régional d'avoir une cellule PDP il n'y avait pas un projet Oui, on a eu depuis maintenant une dizaine d'années, on s'était dit ce serait bien qu'on puisse avoir une plateforme mutualisée de l'ensemble des services de santé au travail, en tout cas en Île-de-France, pour disposer d'une entrée, d'une plateforme collaborative et surtout facilitante pour nos entreprises, destinée aussi à nos salariés qui sont impactés par les risques de désinsertion ou par les risques liés à leurs problèmes de santé. Mais je crois qu'on va plutôt arriver à un pilotage régional, notamment par nos partenaires institutionnels comme la CRAMIF. Mais ça ne saurait tarder et on est en train d'expérimenter les nouvelles plateformes PDP. D'accord. Et quoi qu'il en soit, je pense que notre volonté et nos actions, nos partenariats, comme on l'avait évoqué depuis le début avec Monsieur Gauge et avec toi, Pascal, je pense qu'on est, sans faire de politique et sans faire de jeu de mots, on est en marche. D'accord. Alors, si vous voulez bien, on a Monsieur Henri-Pierre Gouillard, notre administrateur, s'excuse de ne pas pouvoir être parmi nous. Par contre, il a pu nous envoyer une petite vidéo dans laquelle on a pu évoquer avec lui un certain nombre de choses, notamment qu'est-ce que ça évoquerait pour lui cette journée mondiale de sécurité et de santé au travail, qu'est-ce qu'il attendrait, lui, en tant qu'entrepreneur, des actions d'un service de santé au travail comme le CIAMT, et qu'évoque pour lui aussi la notion de handicap et surtout une politique inclusive. Et il va nous donner aussi sa vision de l'après-Covid. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo, le temps que je la retrouve. La voilà. La journée mondiale de sécurité au travail est pour moi une journée importante qui peut-être apportera une meilleure sensibilisation aux employeurs et aux salariés sur le fait que nos services sont excessivement utiles dans ce monde de changement permanent où les conditions de travail, les conditions d'existence changent très fréquemment. Le maintien en emploi, la prévention de la désinsertion sociale et professionnelle, l'intégration du handicap en entreprise, tout ceci est pour moi un thème dans lequel je suis très sensibilisé. Mes 2 parents handicapés, puis toute ma vie a été au service du handicap, et même aujourd'hui,
mon épouse, a été victime d'un grave accident du travail qui lui laisse des séquelles tant physiques que psychiques. Ayant été amené pendant des années à être membre de la Cotorep, ensuite de la MDPH, je me suis aperçu que les personnes ayant eu des handicaps avaient d'énormes problèmes pour se retrouver dans cette jungle de papier, d'intervention et des demandes des services des uns, des autres. Enfin, toute une façon de fonctionner qui m'apparaît très difficile. L'implication de notre service de santé au travail pourrait aller plus loin sur les personnes handicapées. Je pense que le centre de santé au travail doit apporter le maximum aux travailleurs dont nous avons la charge, quitte à aller plus loin que le travail, dans une aide plus personnalisée. La sortie du Covid va être un moment très difficile. Très difficile pour les entreprises qui ont stoppé leurs activités. Très difficile pour les salariés qui ont oublié certaines consignes de sécurité, ou tout du moins leur mise en application. Les services de santé au travail vont avoir pas mal d'activités pour aider et permettre à ces entreprises et à ces travailleurs de pouvoir reprendre leur activité dans les conditions d'avant le Covid. Monsieur Gauge, est-ce que je peux vous poser une question en tant que président et surtout entrepreneur, chef d'entreprise, quelles seraient les actions prioritaires de la part d'un service de santé au travail comme le nôtre en termes de sécurité et santé au travail, quelles seraient les actions prioritaires pour l'après-Covid ? Vous m'avez déjà un peu posé cette question tout à l'heure et j'ai un peu aussi botté en touche. C'est-à-dire que, encore une fois, ce que je disais était pas tout à fait dans la ligne de ce qui vient d'être dit, hein, il faut le dire. Moi, je pense que pour beaucoup d'entreprises et beaucoup de travailleurs, en fait, sauf au premier confinement, en fait, ils ont régulièrement réintégré leur entreprise, même si c'était de manière partielle. Par contre, on l'a déjà dit tout à l'heure, il y a un certain nombre de secteurs d'activité qui ont connu des arrêts longs. Et à la limite, je ferai le parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la désinsertion professionnelle. Entre quelqu'un qui a été arrêté 15 jours et quelqu'un qui a été arrêté 15 mois, ou 12 jours ou 12 mois, si on prend, c'est pas du tout la même chose quand on reprend le travail. Et donc, voilà, je pense que c'est plutôt sur ces secteurs d'activité-là qu'il faut mettre l'accent. Et de ce point de vue-là, en tant qu'entrepreneur, j'ai pas un savoir-faire particulier. Je pense que là, la parole, elle est vraiment aux spécialistes qui sont déjà intervenus tout à l'heure pour le maintien dans l'emploi ou leur retour à l'emploi, finalement. Hein. Il s'agit en fait de faire un retour à l'emploi, mais de manière massive cette fois-ci. Je crois que tout à l'heure, le docteur Guebdan l'a très bien dit, avec la problématique d'un certain nombre de conditions. Et puis tout à l'heure également, Henri Pierre l'a dit également, il y a des gestes qu'on a oubliés, il y a des réflexes que l'on a oubliés. Voilà. Mais je ne crois pas que ça concerne l'ensemble de la population qu'on a à surveiller. Par contre, c'est sans doute très important pour des secteurs spécifiques. Mais là, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, je vous repasse la parole, les spécialistes. Merci, Monsieur Gauge. C'est pas mon travail à moi. Très bien, nous retenons vos propos. Pascal, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on est déjà prêt pour nos actions prioritaires en faveur de nos entreprises, justement pour l'après-Covid, pour les aider à rebondir? Je pense notamment à la reprise du secteur hôtel
cafés et restaurants à partir de la mi-mai, si jamais ça se tient, et je l'espère en tout cœur pour nos adhérents et nos clients. Est-ce qu'on est prêt à les aider justement à rebondir? Micro, Madame Grandmoulin. Si. Aussi, il me faut une puce. Est-ce que, moi, on était en train de réfléchir pour se dire par rapport à ces secteurs d'activité, et là, je partage complètement Monsieur Gauge, hein, il y a des secteurs d'activité à identifier plus, hein, ceux qui ont peut-être plus souffert. Est-ce qu'il n'y a pas des possibilités de faire des de faire des tables rondes, de les inviter pour pouvoir échanger par rapport à un retour d'expérience qu'on pourrait avoir. On sait que dans des entreprises, on propose nous des groupes de parole pour qu'on puisse, j'ai envie de dire, que les salariés puissent s'exprimer pour identifier comment ils ont vécu cette période-là, pour en tirer une expérience et pouvoir rebondir et préparer l'après. On réflissait, nous, au niveau de notre service, pour essayer de mettre en place ce type d'action par secteur d'activité, pour que les chefs d'entreprise puissent se retrouver, échanger et voir comment ils peuvent faire pour rebondir. Ça pourrait être une des pistes. Hein. Merci Pascal. Mounir, en tant que médecin du travail, justement, pour rebondir sur ce que disait Pascal et notre président Gauge, est-ce que nos équipes, nos professionnels de santé, nos équipes pluridisciplinaires sont prêtes à participer justement, à soutenir, à conseiller nos entreprises adhérentes pour la relance économique, pour le rebond? Oui, Bévin, en fait, toutes les équipes, en fait, que ce soit les équipes médicales, en fait, infirmiers, en fait, équipes pluridisciplinaires, sont prêtes parce qu'en fait, d'une part, en fait, les entreprises, et je reviens surtout sur les secteurs en souffrance, hein, faut savoir que les chefs d'entreprise ont souffert plus que les salariés, bien évidemment, de cette situation-là, parce qu'il y en a ceux qui ont mis la clé sous la porte. Et donc, du coup, il y a cette souffrance, en fait, pour le chef d'entreprise, cette souffrance, cet isolement aussi pour les salariés. Et donc, on va les accompagner demain pour cette reprise progressive en fait d'activité, parce qu'elle sera progressive, et donc du coup que ça soit sur les facteurs de risque psychosociaux, sur le risque d'accident aussi. Donc on est là, on sera là, donc qu'ils n'hésitent pas à revenir vers nous, aussi on va vers eux. Je pense qu'on va être dans une démarche proactive d'aller vers ces adhérents-là, dans le calendrier qui est annoncé, voire bien en amont, pour qu'ils aient ce soutien-là. Et n'oublions pas aussi les chefs d'entreprise qui ont empathie beaucoup aussi de cette période-là très, très complexe. D'accord? Parce que, comme on disait tout à l'heure, on ne fait pas de maintien sans l'entreprise, on ne fait pas de prévention sans l'entreprise, sans le chef d'entreprise, sans le management, sans le collectif de travail. Vraiment, on sera sur cette approche globale d'accompagnement, quelle que soit en fait la catégorie socio-professionnelle au sein de l'entreprise. On est prêt. Merci Mounir. Cher public, avant de nous quitter, avant de donner la parole à notre président Gauge, parce qu'il est 10h08, si vous pouviez nous donner votre avis, votre feedback sur le sujet de cet exchange, et puis surtout votre niveau de satisfaction au niveau de la qualité d'outils utilisés. Merci. C'est sur votre droite pour le mur des sondages. Président Gauge, nous arrivons à la fin de notre exchange SIAMT. J'ai pas trouvé le bouton où je disais que j'étais très content de mon intervention. C'est où? En haut à droite, c'est ça? C'est à droite, oui. En tant que président du SIAMT, quelle serait ou quelle est votre vision de la santé au travail dans un futur proche et surtout dans l'avenir? Ce qu'on a dit déjà tout à l'heure dans la sortie, c'est qu'on garde le cap, qu'elle garde le cap, la santé au travail, le cap de la modernité. On a beaucoup parlé avec les téléinterventions, on va peut-être en parler plus tard, mais on n'a pas beaucoup parlé.
c'est vraiment un facteur capital pour résoudre en partie le manque de temps médical. Dans tout un tas d'autres métiers, on fait venir les gens à l'endroit où ils ont besoin. Et il y a bien longtemps qu'on utilise la télé, quelque chose. Nous, il a fallu encore une fois le Covid pour qu'on accepte qu'on nous accepte, parce que je pense que nous au SIAMT, on l'avait intégré depuis longtemps. Donc ça, c'est important qu'on vienne pas en arrière, et on voit bien qu'il y a quand même toujours des velléités de nous faire revenir. Ah bah oui, mais on vous a autorisé parce que c'était exceptionnel, etc. Donc il faut espérer qu'on puisse capitaliser là-dessus. Même chose, garder le cap de l'utilisation massive des données de santé. Moi, je suis toujours extrêmement étonné quand on regarde le secteur privé. Alors, le secteur privé, il a le droit de piller nos données personnelles pour nous faire acheter, il a le droit de nous faire voter massivement, mais la cité, la santé publique, eh ben, on s'interdit, on n'a pas les moyens de nous suivre pour notre bonne santé. Bah, il faut que ça change. Il faut que on puisse peut-être pas effectivement utiliser nos données pour nous faire acheter ou nous faire voter. Mais utiliser nos données pour être en bonne santé, bah, moi, je trouve que ça mériterait de se discuter et ça mériterait un petit peu plus de souplesse. Voilà. De la modernité aussi avec la connectivité, avec les salariés et les employeurs. Je pense qu'on a des nouveaux outils, notamment avec Padoa, avec des choses comme Aptiv qui arrivent, et il faut qu'on puisse être en contact avec tout le monde. Ça a bien été souligné dans les interventions, y compris, par exemple, tout à l'heure, on a parlé de cellules de maintien dans l'emploi. Bah, si on pouvait avoir, alors je sais bien que le contact à distance, ça ne remplace pas le contact personnel, mais quand même, on a vu, par exemple, pendant la crise, que pouvoir être en contact régulier avec les gens, même à distance, eh bien, ça permet quand même de maintenir des choses. Donc ça, c'est des choses qu'on pourrait aussi capitaliser. Et puis qu'on garde évidemment le cap de la santé globale, ça je crois que ça a été redit plusieurs fois. Alors, pour être peut-être une conclusion peut-être un petit peu plus politique et pour représenter les administrés, puisque encore une fois, nous sommes les associés, et les associés de l'association, ce sont des employeurs, souhaiter que nos politiques y remettent un peu d'équité entre tous les travailleurs et entre tous les employeurs. Parce que je trouve qu'on est un pays qui, soi-disant, avons l'égalité, mais c'est quand même un petit peu étonnant de voir tant de différences entre les employeurs et tant de différences entre les travailleurs, entre les salariés. Le droit des plus grandes entreprises privées qui peuvent employer directement leurs médecins du travail, sans autre paritarisme que leur CSA. Bon, ça, c'est bien, c'est le monde libre. De la régulation équilibrée, c'est ce qui devrait prévaloir pour toutes les entreprises. Mais finalement, il y a les employeurs publics et parapublics, à commencer par l'État lui-même, qui n'assure pas ou vraiment très peu le suivi des salariés. C'est le capitalisme public débridé, si je peux me permettre. On a encore eu, on va peut-être en parler dans la matinée, mais nous sommes sollicités en tant que des services un peu plus importants qui avons des moyens, on est sollicités par l'État ou par le secteur public pour pallier à ce qu'il ne réussit pas à faire lui-même. Donc, ça veut dire que ce sont des associations qui ont été fondées par des plus petites entreprises, puisqu'encore une fois, les plus grandes ont leur médecine privée. Donc, par les plus petites entreprises, et que auquel l'État va venir demander de faire ce que lui, il sait pas faire. Bon, on pourrait discuter de tout ça. Et puis, de l'autre côté, nous, nos PME, nos TPE, tous les gens qui vont être présents ce matin, en fait, tous les associés qui vont être présents ce matin, on est sur le point de perdre le contrôle de nos associations, de notre propriété. Le SIAMT, le STVO, etc. Tout ça a été fondé par les employeurs dans les années 50. Et puis, on va gentiment nous les soviétiser, parce qu'on est quand même bien parti pour ça l'année prochaine. Donc, là aussi, ça mériterait peut-être des réflexions. Et puis pour terminer, je crois que ce sera un thème qui sera repris tout à l'heure par Marie-Claude, pour tous les travailleurs indépendants et pour tous les travailleurs non salariés, qui alors eux n'ont aucun droit, pratiquement aucun suivi. Alors j'ai parlé de capitalisme public, j'ai parlé de soviétisme, pour eux on est plutôt à l'image du tiers-monde ou du quart-monde. Et ça représente combien de salariés? Et on sait très bien qu'en plus, dans notre monde d'Uber, Schmolduc, machin,
plateforme, je pense que si on regardait les chiffres des actifs en France et si on regardait comment se font les évolutions, on se dirait que peut-être on y va un petit peu ou on y va un petit peu plus. Donc, il y a, je ne sais pas, N dizaines de millions d'actifs en France. Ça serait bien que tous ces actifs bénéficient des mêmes droits et bénéficient des mêmes suivis. Voilà. Et ce dont on peut être fier, peut-être nous, les entreprises de taille petite et intermédiaire, c'est que finalement, nos actifs à nous, c'est pratiquement les seuls qui bénéficient de quelque chose qui soit à la fois ouvert et mutualisé, qui soit efficace. Voilà. Donc, voilà. Alors tout ça, c'est pour l'extérieur, hein. Et peut-être plus modestement pour le SIAMT, dire que pour tous nos adhérents d'abord, on est décidé à bien faire et en commençant par nos échanges de la journée. Voilà. Donc, on va continuer de nos échanges de la journée. Merci, Monsieur Gauge, pour ce passage de relais. Oui, donc nous allons conclure ici notre premier exchange de la matinée, de la journée, mais nous vous attendons pour le deuxième temps à partir de 10h30. En attendant, merci Pascal, merci d'avoir été à mes côtés, à nos côtés. Merci Vin, merci Monsieur Gauge de cette invitation. À renouveler, absolument. Voilà. Hein. Merci Mounir pour tous ces éclairages et puis surtout cette envie folle de faire progresser le maintien en emploi et la prévention des insertions professionnelles. Et surtout, je dirais à nos adhérents, en fait, et aux salariés, nos adhérents et leurs salariés, ne restez pas seuls. Ne restez pas seuls. Le service de santé au travail est là pour vous accompagner sur tous ces projets liés à la santé, sécurité au travail. Merci. Merci au public dans la salle digitale. N'oubliez pas, ce n'est pas fini. La journée continue avec d'autres thèmes, d'autres échanges derrière. Inscrivez-vous et puis nous nous retrouvons dans moins de 15 minutes. À très vite. Un grand merci à tous. Au revoir.